bonjour à tous. Aujourd'hui, un cours sur les risques radiologiques et plus particulièrement des théories et la généralité en ce qui concerne le risque radiologique, les irradiations, le nucléaire, bref, on va revenir à la base. Donc tout d'abord des généralités. Alors un petit avant-propos, le risque radiologique est lié donc à la présence de sources radioactives, artificielles ou naturelles. Vous devez savoir que on a des sources radioactives artificielles qui sont utilisées pour plein de domaines d'application, notamment la médecine, la recherche, les domaines militaires, une bombe nucléaire, mine de rien, c'est radioactif. Et des domaines industriels, vous connaissez très bien les centrales nucléaires qu'on a en France par exemple. Voilà. Et on a aussi des sources naturelles qui peuvent être présentes à l'état naturel dans le territoire. On en a pas mal dans le territoire français. Voilà, des sources, la terre qui est naturellement radioactive, etc. Voilà. Les sapeurs-pompiers peuvent être confrontés à ces sources lors d'interventions et ils doivent savoir comment réagir pour ne pas se mettre en danger, bien sûr. Alors, en France, la matière radioactive, pour entrer un peu plus dans les détails, les établissements qui utilisent, fabriquent ou modifient la matière radioactive sont soumis à des réglementations très strictes, bien sûr. Dans ces établissements, on pense tout de suite aux centrales nucléaires, aux hôpitaux et aux cliniques pour les services de radiologie, de mammographie, les appareils de gammagraphie, les entreprises qui utilisent des jauges radioactives, des entreprises de conservation de denrées alimentaires également, mais aussi des aéroports, notamment les portiques à rayons X. Voilà. Mais ce qu'on pense moins forcément, c'est que il y a aussi des sources radioactives présentes dans des détecteurs de fumée, des vieux détecteurs, dans les paratonnerres, pareil, des paratonnerres qui ne sont plus vendus mais qui peuvent encore être présents sur le toit de certaines maisons, et bien sûr des colis radioactifs qui sont transportés. Alors ces colis peuvent être, comme sur la photo sur votre droite là, peuvent être des matériaux à destination de centrales nucléaires, ou ça peut être des très petits colis à destination d'hôpitaux qui peuvent être inclus dans une petite fourgonnette type transport privé. Voilà. Alors, qu'est-ce que la radioactivité? Donc, on va rentrer dans les détails mais très rapidement parce que ça sert à rien de rester là-dessus pendant très longtemps. Donc la matière est composée de protons, neutrons et électrons. Voilà. Protons et neutrons, ça forme ce qu'on appelle le noyau d'un atome, et les électrons, c'est ce qui gravite autour de cet atome. On a de la matière qui est naturellement stable et de la matière qui est naturellement instable sur Terre. Là, naturellement stable, c'est, je sais pas, le carbone par exemple. Le carbone qui compose votre bois, il est stable, il va pas se décomposer, il va rester toute sa vie comme ça, si rien vient le désagréger. Par contre, les éléments instables, on en a, c'est ce qu'on appelle les isotopes, on en a par exemple là sur l'uranium 238. Les éléments instables ont tendance à se désintégrer pour essayer de retrouver naturellement une certaine stabilité. Alors cette désintégration, le problème, c'est qu'elle va produire de la radioactivité. Elle va en produire sous forme d'ondes et sous forme de particules. Et donc, la radioactivité peut être définie comme la propriété de certains noyaux atomiques d'émettre des particules, ce qu'on va appeler le rayonnement corpusculaire ou des rayonnements électromagnétiques. Donc ça aussi, ça va être important, on va différencier deux choses. Soit les rayonnements électromagnétiques, qui est composé ici par exemple d'une onde de type gamma, soit d'émissions de particules, les neutrons, les protons et les particules bêta. Voilà. Ensuite, ces différents rayonnements vont avoir plus ou moins d'impact sur l'environnement. Donc vous savez que maintenant que chaque désintégration va entraîner des rayonnements. Chaque rayonnement va perdre de l'énergie et donc décroître à chaque fois qu'il va traverser de la matière.
Voilà. Donc on va par exemple avoir les rayonnements de type alpha, hein, les particules alpha qui vont être bloquées très facilement par du papier par exemple. Les bêta qui vont franchir le papier mais qui vont perdre un peu d'énergie, qui vont pouvoir franchir la peau mais qui vont perdre un peu d'énergie, etc. Et qui vont être bloqués par le métal, et ainsi de suite. Donc ces rayonnements ne sont pas décelables, ils sont impalpables, invisibles, inodores, n'émettent aucune chaleur, absolument aucun moyen pour le corps humain de ressentir un rayonnement électromagnétique ou un rayonnement corpusculaire. Les rayonnements donc corpusculaires sont des émissions de particules alpha, bêta et neutrons, hein, les trois premiers de la liste, et les rayonnements électromagnétiques, c'est des rayonnements de type gamma ou rayon X, donc rayon X qui n'est pas représenté ici, mais bien sûr ça va être ces rayonnements électromagnétiques qui vont avoir le plus de puissance, on va dire, et le pouvoir potentiellement franchir le plus de barrières possibles. Là on voit bien qu'un rayonnement de type gamma va pouvoir sans problème passer le papier, le métal, le corps humain, l'eau, le béton, le plomb, etc. Et vous comprenez bien que tout ce qui va franchir potentiellement le corps humain va pouvoir avoir des effets sur l'organisme, des effets nocifs. Donc après, là, j'ai des petites vidéos qui vont vous montrer, et grâce à un appareil très sophistiqué, qui vont vous montrer le résultat de certaines radioactivités. Donc là par exemple c'est la radioactivité atmosphérique. On voit que les petits traits, les petites choses, les petites particules qu'on voit apparaître dans cette chambre représentent les rayonnements qui traversent la chambre, et donc on peut les visualiser. Hein. Voilà la radioactivité atmosphérique. On voit bien qu'il y a quand même très légèrement certaines particules qu'on voit passer, des rayonnements, etc. Mais c'est très léger. Maintenant, je vais vous montrer une radioactivité sur une toute petite particule de radium-226. Et là, on voit tout de suite ça devient une source de rayonnement. Hein. On voit les particules partir dans toutes les directions très très vite. Encore très très restreint, parce que le radium-226 est faiblement radioactif. Et c'était une toute petite particule. Voilà. On va voir maintenant l'uranium-238. Donc là on voit qu'un petit morceau d'uranium-238, hein, c'est un morceau qui fait 2 cm de long à peu près, un morceau d'uranium-238 qui fait quand même beaucoup plus de particules, d'émissions de particules. Alors on imagine très bien, si on vient s'approcher, on vient approcher la main par exemple pour le saisir, toutes ces particules vont traverser notre main et on va avoir une irradiation de la main sans même s'en rendre compte. Et pour finir, un petit isotope qui est présent dans les détecteurs de fumée qui s'appelle l'américium 241. Pareil, ce petit isotope fait quelques centimètres, 2 cm, et c'est un élément qui a été directement prélevé d'un détecteur de fumée. Donc ça, c'était l'élément dans le détecteur de fumée qui permettait à l'époque de détecter la fumée. Donc voilà, on voit aussi que le rayonnement est quand même assez prononcé. Il va beaucoup moins loin, il a beaucoup moins de puissance que le rayonnement de l'uranium, mais il est quand même signifiant. Voilà. Et il n'y a pas de rayons, de particules pardon, qui partent vers l'arrière, parce que ce petit isotope est protégé à l'intérieur de palladium, et donc le palladium bloque les émissions dans les autres directions. Il laisse les émissions possibles que par là. Donc voilà, là on voit la longueur des traits, c'est à peu près 5 cm. Donc on imagine bien que, pareil, si on prend à main nue cet isotope, donc à l'intérieur du détecteur de fumée, hein, bien sûr si on prend le détecteur de fumée, la protection fera qu'on risque rien, mais si cet isotope est sorti de son détecteur de fumée et qu'on le touche, il y a potentiellement un risque pour l'homme. Voilà. Alors, justement, les risques, parlons-en. Donc quels sont les effets sur l'homme de la radioactivité? Donc on a tout d'abord ces rayonnements électromagnétiques et ces particules qui peuvent créer des dégâts sur le corps humain s'ils l'atteignent. On a donc deux grands effets qui se distinguent. On va appeler l'irradiation, ce qui est l'effet causé par un rayonnement électromagnétique ionisant sur le corps. On le voit ici sur l'image, ça peut être les rayons UV. Les rayons UV sont ionisants et donc en bronzant au soleil finalement
on peut considérer ça comme de l'irradiation. Et donc le second effet est la contamination via dépôt de matière radioactive, hein, cette fois-ci, donc les petites particules peuvent se déposer et ce dépôt peut être absorbé par le corps humain et on va parler cette fois-ci de contamination. Les effets peuvent être externes ou internes, externes si la source est à l'extérieur du corps, ou interne si la source est à l'intérieur du corps. Je sais pas, on mange un aliment contaminé par exemple, ça va devenir une contamination interne. On mange un élément produisant un rayonnement électromagnétique ionisant, je sais pas, une petite particule d'uranium, on va avoir une irradiation interne. Voilà. Alors parlons maintenant de ces deux effets. Commençons par l'irradiation par rayonnement ionisant, donc c'est un grand mot, hein, pour dire que, alors qu'est-ce que le rayonnement ionisant? Donc le rayonnement électromagnétique qu'on connaît au quotidien, hein, vous voyez cette photo, il a une certaine fréquence. On a la fréquence de la lumière visible qui se situe à peu près ici. Si on va vers la gauche, on descend dans les infrarouges, les micro-ondes, les hautes fréquences, etc. Et c'est ce qu'on appelle les rayonnements non ionisants. C'est des rayonnements qui ne vont avoir aucun effet sur l'organisme. Hein, ça commence à la lumière visible et ça va vers l'infrarouge. C'est comme si on disait que la lumière visible pouvait avoir un effet sur le corps humain, ce qui n'est pas le cas. Donc la lumière visible est un rayonnement non ionisant et tout ce qui vient après, pareil, n'a aucun risque sur le corps humain, c'est-à-dire tout ce qui est parabole, téléphone, télé, radio, four à induction, écran d'ordinateur, ligne à haute tension, etc. Ça produit des ondes électromagnétiques, mais ces ondes électromagnétiques n'ont pas assez de puissance pour franchir notre peau, la barrière de nos cellules, et arriver jusqu'à notre ADN et causer des dommages. D'accord. Par contre, si on va dans les hautes fréquences, ce qu'on va arriver dans les rayonnements dits ionisants, on arrive donc dans les ultraviolets, ce que produit le soleil, hein, ce qui est pas bon pour la peau quand on bronze, c'est pour ça qu'il faut mettre de la crème solaire, et plus au-delà les rayons X et rayons gamma. Rayons X on en a quand on prend des radios du corps humain, rayons gamma c'est encore autre chose quand on fait des gammographies par exemple. Donc ces rayons X, on voit bien que s'ils peuvent franchir notre peau, notre corps humain pour nous montrer à l'intérieur de notre corps, eh ben ils le franchissent, notre corps. Et donc ils franchissent nos cellules et ils peuvent altérer l'ADN à l'intérieur de nos cellules. On va revenir là-dessus. Donc en fonction des rayonnements, les effets peuvent varier. Les particules alpha, je l'avais déjà dit, elles ne franchissent pas la peau, donc il n'y a aucun danger. Bêta, irradiation superficielle, gamma, neutron, irradiation intense. Voilà. Et la contamination, quant à elle, hein, ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec les petites particules, la contamination correspond à un dépôt de matière radioactive sur une surface ou une partie du corps, et elle va pouvoir devenir dangereuse à partir du moment où ça va pénétrer dans notre organisme, exactement comme un virus finalement. Hein. Via transfert via une plaie, ou alors en respirant, ça va rentrer dans les poumons, ou alors en ingérant, ça va rentrer dans l'estomac, etc. Et on voit bien que cette contamination par particules est très dangereuse, parce que rien que respirer peut suffire à faire pénétrer la source à l'intérieur de nos poumons. Cette fois-ci, la personne, à l'instar du rayonnement ionisant, où une fois qu'une personne s'est pris un rayonnement ionisant, et ben elle est brûlée, on va dire, et maintenant qu'elle est brûlée, elle ne risque plus d'émettre de la radioactivité. Par contre, la contamination, elle, le problème, c'est que quand une personne va être contaminée, la source à l'intérieur d'elle va potentiellement être un danger d'irradiation pour les autres. D'accord ? Donc une personne contaminée va potentiellement pouvoir contaminer d'autres personnes. Voilà, c'est ça le problème. Quels sont les effets? Les effets sur le corps humain d'une irradiation ou d'une contamination? Ces effets vont dépendre de trois grands facteurs. Le temps, c'est-à-dire le temps pendant lequel on va être exposé à la source. Par exemple,
dans le cadre d'un d'une prise de radio rayon X pour voir si vous avez une fracture par exemple, ce temps est très infime, il va s'agir d'une fraction de seconde. Par contre, on voit bien que si vous restez à l'intérieur de votre machine à rayon X pendant toute une journée, ça va commencer à poser problème. Hein. Et c'est notamment pour ça que les médecins se protègent derrière une barrière quand ils lancent le scan à rayon X, parce que eux, sinon, ils y seraient contaminés, ils y seraient exposés en permanence, et le problème, c'est que ça pourrait leur causer des problèmes sur leur organisme. Donc le temps, la distance, donc plus on est loin de la source, moins on va être impacté, et bien sûr l'écran, comme j'ai montré tout à l'heure avec les différents écrans. Un écran par exemple de plomb, d'acier, peut commencer à bloquer certains rayonnements. Et donc les principaux risques d'une irradiation sont, alors si on prend ce petit schéma là, on va avoir le rayonnement qui va arriver sur une cellule normale, qui va la transformer en cellule lésée. Cette cellule lésée a deux choix. Soit elle arrive à se réparer, et ça redevient une cellule normale, tout va bien, on est dans le meilleur des mondes. Soit elle n'arrive pas à se réparer, ou le mécanisme de réparation est défaillant, et elle se répare de façon incorrecte. Là on a deux choix. Si elle n'arrive pas à se réparer, elle peut s'autodétruire, ce qu'on va appeler la mort cellulaire, hein, la cellule va cesser d'exister. Soit, si la réparation est incorrecte, on va dire, elle va potentiellement créer une prolifération anormale de cette cellule lésée, et donc c'est la source potentielle de cancer. Voilà. Donc, si on résume, les principaux risques d'une irradiation sont destruction des cellules, en priorité les cellules du système immunitaire, ce qui est quand même embêtant. Augmentation de chances de cancer, ici. Et sinon, on a également des brûlures dues au rayonnement et plein d'autres maux qui en découlent, notamment des chutes de globules blancs, des vomissements, et puis des... Voilà. Alors, pour vous donner des ordres de grandeur. Alors, en radioactivité, on a plusieurs unités, donc c'est assez dur ça va être assez dur de parler de ça, j'ai essayé de simplifier au maximum. On a les Gray, les G, les sieverts, et on en a encore plein d'autres d'unités pour exprimer les radiations, les doses reçues d'irradiation, etc. Donc là, j'ai trouvé un petit schéma qui parle en Gray, donc je vais essayer de vous parler tout en Gray. Dans le prochain diapo qui se concentrera plus sur les missions sapeurs-pompiers, on essaiera de parler en sievert. Donc voilà, concernant les Gray, ce petit schéma montre que voilà, de 0 à 0,25 Gray, tout va bien. En gros, on est dans la dose où il n'y a aucun risque. De 0,25 à 1 Gray, on commence à être dans une dose qui a des impacts sur le corps humain, notamment nausées, quelques légères chutes du nombre de globules blancs, etc. Quand on dépasse les 1 Gray, ça commence à être assez significatif, notamment des vomissements, modification de la formule sanguine, voire une dose mortelle pour une personne sur deux, hospitalisation obligatoire, et au-delà de 5 Gray, on est sur un décès quasi certain. Alors, en termes d'ordre de grandeur, j'ai essayé de vous reprendre une radio de l'abdomen, ça représente 0,1 Gray. 0,1 Gray. Alors le problème, c'est que les doses radioactives sont cumulatives. C'est-à-dire, si je prends 10 radios de l'abdomen dans ma vie, je vais avoir 0,1 Gray. Si j'en prends 100, je vais avoir 1 Gray, et ainsi de suite. Enfin, grosso modo. Donc, voilà, le problème de l'irradiation, c'est que ça se cumule dans le corps humain. Et le contact avec la source présente dans le détecteur de fumée, ce que je vous ai montré tout à l'heure dans la petite vidéo, ça représente à peu près 0 degré. Donc on voit bien que ces 0 degrés additionnés aux radios que vous avez fait pendant votre vie, additionnés aux rayons UV que vous avez pris avec votre exposition au soleil, etc., on voit bien que ça commence à faire des doses significatives qui peuvent être dangereuses. Alors si on conclut sur la radioactivité, on peut dire qu'elle est très sournoise, il n'y a aucun moyen de savoir qu'un élément est radioactif à moins de posséder un détecteur.
c'est le gros problème de la radioactivité. Je rappelle qu'on a deux grands risques. Le risque rayonnant, rayonnement électromagnétique ionisant, donc, qui peut franchir les vêtements, les protections dont on a tapé, etc. Qui est vraiment un gros problème parce que il peut survenir de n'importe où, hein, notamment un paratonnerre radioactif, un détecteur de fumée, on voit bien, hein, ou des colis radioactifs, etc. Mais également un risque contaminant. Et le risque contaminant, on va être plutôt sur une prise en compte au même titre qu'un risque viral. Voilà. Le risque contaminant, le fait de porter des gants, une protection type kit bio, enfin une protection complète avec un masque type FFP2, FFP3, lunettes, etc. Ce risque contaminant va pouvoir commencer à être maîtrisé, on va dire. Et donc à suivre, ce cours était une introduction des rappels théoriques des généralités, mais à suivre, on va se concentrer sur la radioactivité lors des interventions sapeurs-pompiers à proprement parler. Donc voilà. Merci, et comme d'habitude, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les poser en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et tout va bien. Voilà, bonne journée, au revoir.